Bonjour tout le monde Bonjour à toutes et à tous. et bienvenue dans notre podcast Les Showrunners, le podcast. Nous sommes les Showrunners et ceci est le podcast. Si vous connaissez notre chaîne, vous devez déjà savoir ce que sont les showrunners, mais si peut-être ce n'est pas le cas, mon chat fait du bruit. Qu'attendez-vous ? Nous sommes deux humbles sériphiles et nous parlons de notre passion pour les séries télé sur YouTube. Depuis combien de temps maintenant, Sébastien ? Depuis 84 ans. Depuis 2013. 2000. Oh mon Dieu, ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps. Quand on a démarré, Tumblr était encore à la mode. Tellement de... Non mais oui, on parle de séries sur cette chaîne depuis un moment. On parle de séries qu'on aime avant tout, c'est le mot d'ordre. Et étant donné qu'on a été un peu contraints pendant le confinement de tourner différemment, on s'est dit, et si on faisait un podcast Oui, tout à fait. comme la voix de Eva Green. Oui. Sur notre chaîne YouTube, si vous allez faire un tour, vous allez pouvoir voir des vidéos thématiques comme les annulations, les spoilers dans les séries, le sexe, la nudité, la narration, les conventions. Vous pouvez voir aussi des rétropilotes où nous faisons une espèce d'analyse où on part du pilote d'une série, son premier épisode, pour un peu faire le point sur cette série, mais en partant sur ce point de départ que nous connaissons tous quand nous découvrons une série. On a des pitchs où on pitchait des séries tirées au hasard parmi les choses qu'on avait vues pour donner envie ou non. Et c'est un concept que nous allons faire revenir dans ces podcasts. Voilà. Et on est Surprise. content. Surprise. Donc vous allez pouvoir nous entendre parler de séries complètement obscures. Voilà, donc ici on parlera de séries avant tout. Oui. On parlera aussi de Gillian Anderson. Ça nous arrivera de parler de nos chats et nos mamans aussi. Mais on parle surtout de séries. Oui, Voilà. voilà. Bah, vous nous connaissez, je m'appelle Julia. Je m'appelle Sébastien. Et bienvenue. Et c'est le moment du premier segment de notre podcast qui s'appelle le Qu'as-tu vu ? C'est du mois dernier. Sébastien. Bref, ça s'appellera Qu'as-tu vu ? D'accord. Parce que sachez que c'est un peu notre première crêpe. On se lance. Allez. Donc nous découvrons... Voilà. Donc attends, je vais faire ça bien. Sébastien, qu'as-tu vu le mois dernier ? Rien. Je n'ai rien vu. J'en Voilà. ai marre des séries. Merci. Qu'est-ce que j'ai vu ? Non, j'ai pas vu grand-chose en ce moment. J'ai fini Amphibia, c'était sympa. C'est un dessin animé de Disney, pardon. Ouh là là. J'ai vu Zombie, j'ai vu 12 Monkeys. Et j'ai vu Drag C'est vrai que Race. tu t'es mis à iZombie. Je me suis mis à iZombie, effectivement. Beaucoup de Quel séries. étrange choix. Ben, j'ai tiré au sort, pour tout avouer. J'ai une liste tellement longue comme le bras et je vois pas du tout comment c'est possible de prioriser quoi regarder en premier. Je tire littéralement au sort les nouvelles séries que je regarde. Donc, c'est pour ça que je regarde des choses complètement obscures comme ça. Donc maintenant, tu peux admirer le beau visage du héros de Twitter en ce moment, j'ai l'impression. Qui est le héros de Twitter? Comment il s'appelle Oui. Raoul Colli. Oui, qui Comme ça qu'il est s'appelle dans la série Netflix sur les fantômes, là. Oui, exactement. Est-ce qu'il est aussi charmant dans iZombie qu'il est dans... Il est très charmant, il est très anglais, donc c'est tout ce qu'on aime. C'est ça. J'aime Raoul Colli. J'espère qu'il aura un rôle dans un Star Wars prochainement. Exactement. Qu'as-tu vu d'autre, Sébastien ? Je ne sais pas, qu'as-tu vu toi? Qu'as-tu vu moi ? Moi, j'ai vu une série dont j'aimerais parler. Quoi donc? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont fait un remake de This Is Us en France. Oui, j'en ai entendu parler. Et alors? Ça s'appelle Je te promets. C'est vrai que Et donc, ça pouvait pas s'appeler C'est nous. Et donc tu t'es sacrifié. Tu t'es sacrifié pour nous et tu t'es lancé dans Je te promets. C'est ça. Donc apparemment, Je te promets vient d'une chanson de Johnny, si j'ai bien compris. C'est le générique. D'accord. Donc si vous vous lancez dans Je te promets, vous aurez du Johnny Hallyday à chaque générique. Voilà, ça Est-ce peut que être tu peux soit nous une bonne chanter nouvelle, Je soit te une mauvaise promets? nouvelle.
J'avoue, je m'en souviens plus très bien. Ah Je me oui, souviens. oui, oui, je vois. Ah, celle, Mais c'est ok. pas une chanson qu'il avait écrite pour sa fille ou un truc comme ça. C'est pas une. Je sais rien. Oui, voilà, c'est ça. Tu es la très mauvaise C'est ça. Je personne à te qui poser des promets questions les sur le yeux. lore. Sur... Je crois que je crois que c'est un truc comme ça. Mais en gros, donc non, mais si vous connaissez This Is Us, c'est on est plus dans le drame familial. Donc aux États-Unis, c'est un genre qui leur est pas mal. Enfin, ils en font beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a comme drame familiaux aux États-Unis? Il y a on va dire que Six Feet Under, c'était le drame familial du câble. Brother and Il y avait Sister. Parenthood, voilà, Brother and Sisters, qui est la série préférée de Sébastien. Non. Euh, Non, pas du tout. C'est cette rumeur qui essaie de lancer sur moi à chaque fois avec Brother and Sister. Et donc il y a eu This Is Us qui est la nouvelle poule aux œufs d'or de NBC, qui marche très très bien parce que c'est une très bonne série. On a fait une vidéo dessus d'ailleurs. C'est un drame familial qui joue avec la temporalité. Moi j'appelle ça souvent le Lost du drame familial. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un super jeu avec la temporalité, avec les époques. Il y a pas mal de twists assez spectaculaires. Et donc, ce n'était qu'une question de temps avant que ce format s'exporte, et c'est ce qu'ils ont fait en France. Les gens n'avaient pas l'air très contents. Les gens n'étaient pas contents, comme sont tous les gens dès qu'on fait un remake d'une série qu'ils connaissent, parce que les gens râlent que quand on fait on fait un remake d'une série qu'on a déjà vue, sinon ils s'en fichent et ils s'en rendent pas compte. Je profite de ce moment pour pas râler, mais je vous rappelle que vous êtes toutes et tous fans d'une série qui s'appelle The Office. Et je sais pas si je vous apprends quelque chose en vous disant que The Office est un remake d'une série anglaise, que Homeland est un remake, que The Night Of est un remake, que In Treatment est un remake. Enfin voilà, les remakes, il y en a partout. Forcément, c'est plus voyant quand la série de base est une série à succès que tout le monde a vu. Mais on va dire qu'il y a des remakes qui servent à rien, et il y en a pour le coup qui arrivent à dire autre chose. Il suffit, vous voyez, The Night Of, c'est un remake de Criminal Justice, et il suffit d'avoir choisi, il suffit juste de changer l'acteur principal. On raconte pas la même histoire quand le personnage principal est joué par Ben Whishaw dans la série originale, que quand on caste Riz Ahmed dans le remake. Ça donne tout de suite une histoire différente. Donc rien que pour ça, les remakes valent le coup de temps en temps, et ils valent la peine qu'on leur laisse leur chance, en fait, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de laisser sa chance à Je te promets. Et c'est pas si mauvais. Ok. Je pense que si j'avais jamais vu This Is Us, j'aurais trouvé ça cool, j'aurais trouvé ça sympa. C'est drôle comme ça a un ton très soapy en français. Ça, on est très tout de suite ambiance un peu sous le soleil, tu vois, mais en mieux. Mais tu vois un peu le délire. C'est comme beaucoup de séries françaises, c'est beaucoup de conflits tout le temps. Il faut du conflit pour créer de la narration. Donc ouais. Je me laisse un peu le temps avant de me donner un avis définitif. Mais tout le monde joue plutôt bien. Le casting est très cool. Ça se passe à La Rochelle. C'est vrai. Voilà. Trop bien. Et donc, dans le deuxième épisode, ça m'a fait hurler de rire parce que t'as un plan sur La Rochelle, qui est en fait leur ville natale. Et à un moment, ça cut à là où tu habitais à Paris. Ah, trop bien. Place de Clichy. Donc, c'était vraiment en deux plans. On avait toutes les aventures immobilières de Sébastien. Voilà. Trop mignon. Donc, on va les voir, adolescents, aller se bourrer la gueule rue Saint-Nicolas, boire de la Jacqueline à la guignette. Ça va être drôle. Ouais, big up à La Rochelle. Non, mais voilà, les changements qu'ils ont faits sont... Enfin, on voit qu'ils ont vraiment fait leur devoir, c'est-à-dire qu'ils ont traduit des choses qui n'étaient pas possibles en France. Ils ont adapté plutôt bien à la France, entre guillemets, avec tout ce que ça a de positif et tout ce que ça a de négatif. Il y a des belles alchimies entre, par exemple, Marie-Lou Berry a une très belle alchimie avec celui qui joue son Toby. Donc l'équivalent de Toby en français s'appelle Tanguy. C'est très drôle. Par moments, on dirait vraiment juste la version française
des acteurs de This Is Us. C'est souvent dans les seconds rôles que ça se remarque. Oui. Mais vraiment, tu vois arriver, tu dis ah, lui, c'est machin dans This Is Us. Et c'est vraiment, c'est comme une évolution Digimon, mais Digivolve-toi en français. Et, et du coup, c'est assez rigolo, du coup, quand on a vu la série originale, de deviner qui ça va être. Alors, un truc aussi qu'ils n'ont pas fait dans la version française, je sais pas si tu te souviens, mais dans le pilote, non, on voit pas ça dans le pilote. C'est à partir des épisodes suivants où ils vieillissent les acteurs, en fait. C'est-à-dire que comme la série se passe à des époques différentes, la mère, par exemple, jouée par Mandy Moore, elle a pas de maquillage quand elle se joue à l'âge, je crois qu'elle a 30 ans, l'actrice, un truc comme ça. Et par contre, quand elle se joue en vieille dame, elle est grimée, elle est super bien maquillée d'ailleurs, elle est vraiment en mode vieille dame. Et ils ont pas fait ça pour Je te promets, ils ont pris des acteurs plus âgés, des acteurs différents du coup. Mais du coup, pour pas trop... Parce que du coup, quand tu vois This Is Us, t'arrives à les reconnaître très facilement parce que ce sont les mêmes acteurs. Mais pour être sûr que tu comprends bien dans Je te promets, il faut un espèce de flash avec le visage de l'acteur jeune. Bon, Vous savez, genre, ah, c'est machin, whoosh, whoosh. Et ça m'a fait beaucoup rire. Un peu donc comme voilà. les split screens de Dark, quoi, quand ils ont besoin de faire un peu le point sur qui. Exactement, mais en moins bien fait. On va dire que dans Dark, c'est plutôt élégamment fait, Mais c'est voilà. bien quand même que This Is Us soit là parce que tout le monde n'a pas forcément une connexion internet, tout le monde parle pas forcément anglais. Écoute, ça fait travailler des intermittents. Exactement. Mes frères et mes sœurs intermittents, ça fait des heures. Donc voilà, on devrait ne serait-ce Voilà. être content de ça. Non, puis franchement, je vais la continuer. Je verrai bien. Rien que pour voir Hugo Becker, comme ça qu'il s'appelle. Il joue le père. Le mec de Chef. On en a déjà parlé. Ah oui, c'est vrai. À chaque fois, t'oublies qui est Hugo Becker. Je suis désolé, Hugo. Avec sa voix très à la française. Salut. Salut, ça va? Plus personne ne parle comme ça, à part Hugo Becker et Clovis Cornillac. T'as écouté Pompidou? T'as vu que Mitterrand a été élu? Donc voilà. Mais regardez quand même aussi This Is Us. Ça a réussi à faire pleurer Sébastien, c'est tout dire. Oui, c'est vrai. C'est une victoire, tu es d'accord? Oui, ou la dépression. T'avais vraiment pleuré au premier épisode ou c'était juste Mais pour faire oui, plaisir? mais tout le temps, à chaque scène quasiment. Ah non, 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 là je déconne pas. Hein. D'accord. Ah non, non, c'est triste as fuck. Enfin, émouvant, triste, tout. Le personnage du gentil monsieur, du gentil docteur qui a fait pleurer tout le monde dans le pilote c'est de le This pire. Is Us, Je le déteste. il a un équivalent très très bon dans Je te promets. Ils ont pris un très bon acteur et il est très émouvant aussi. D'accord. Voilà. Un docteur de l'hôpital de La Rochelle, du coup. Oui, complètement. Drôle. Très. Très drôle. Sébastien, Oui. qu'as-tu vu d'autre ce mois-ci? Moi, je crois que tu as envie de parler d'une... Tu as quelque chose à... Tu dois te soulager. Parle-leur de cette Dans série. les séries que je tire au hasard, j'ai pioché il y a quelques semaines You're the Worst. Et And it's the worst. non, mais je ne demande qu'à cette série de toucher mon cœur, en fait. Et je pense que le changement n'en sera que plus bénéfique. Oh là là, comment voir une... Elle est pas 2015, elle est de 2014. Je pensais qu'elle était 2015, donc elle est encore plus ancienne que je pensais. Et c'est vraiment le monde d'avant. C'est... on fait plus de séries comme ça. Plus personne ne peut être aussi cynique et désagréable et avec des problèmes qui n'en sont pas. C'est vraiment, tu sais, cette mode des personnages hyper désagréables avec tout le monde et c'est vendu comme un truc super cool. Alors, si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque dans la série. Je demande qu'à la série de me prouver le contraire, de me dire qu'en fait... Parce que j'ai l'impression que la série est très de leur point de vue. Et bon, alors c'est vrai qu'ils sont complètement... Après, la série s'appelle littéralement You're the Worst, donc tu es le pire, tu es horrible. Donc, peut-être qu'il y a aussi un second degré, mais je pense que je la prends trop premier degré. Mais ils sont méchants entre eux, ils disent des saletés tout le temps, ils disent tout le temps leurs quatre vérités, ils s'attaquent toujours sur les faiblesses de l'autre. Ils sont
désagréable avec le personnel, avec les serveurs, les serveuses, et je trouve que ça De quoi ça parle C'est quoi le bah, contexte de ça Heroes the Worst? parle en fait de deux espèces de célibataires endurcis qui se rencontrent à un mariage d'une personne qu'ils connaissent en commun. Ils couchent ensemble un soir, ils se quittent en mode bon allez c'était juste pour un soir parce qu'on est tous les deux des blasés de la vie, on veut pas se mettre en couple et l'amour c'est trop nul. Et ils ont la trentaine. euh, et en fait, ils se revoient le lendemain, et puis ils s'aiment bien un petit peu, et puis ils sont un petit peu jaloux, mais non, on va pas se mettre en couple, parce qu'être en couple, c'est bout caca. Enfin, c'est que ça. Ils finissent par se mettre en couple à la fin de la saison 1, ils vivent ensemble, et enfin, j'ai l'impression qu'ils se prennent la tête, ils se posent beaucoup de problèmes, ils se disent, mais vous pouvez, arrêtez de vous prendre la tête, vous pouvez être en couple tranquille, sans, enfin, ils se montrent tous les deux la pression, c'est que chacun croit que l'autre veut un couple durable et déjà plan-plan et en mots croisés. Il me dit, mais vous vous connaissez depuis 2 semaines, enfin, prenez le temps, quoi, enfin, ils se prennent la tête comme c'est pas possible, c'est insupportable. Mais j'imagine que c'est fait exprès. Oui, je pense Que... que c'est fait exprès. En fait, je pense que je prends la série vraiment beaucoup trop au premier degré. Non, puis c'est aussi que on n'est plus dans le mood du tout de ce genre de personnage. C'était très à la mode en On n'est plus dans ce mood-là, 2012-2014, quoi. effectivement, mais c'est fini. Oh là là On là. veut des personnages. Maintenant, c'est les personnages gentils et positifs qui sont un peu à la mode. Mais... Ouais, c'est ça. Et puis ils ont que des faux problèmes et ils passent leur temps à sortir, aller au restaurant, je les déteste. À voir leurs potes, à se faire des câlins, aller dans un bar, aller à la fête foraine. Ils sont sous le soleil californien. Je les. Tu as le droit de les haïr en ce moment. Hmm, On dirait, cette série, quand tu en parles, je trouve qu'on dirait la version dark de Normal People, la peut-être. série Je n'ai pas vu dont Normal dont tout le monde parle, mais que je n'ai pas trop aimé. Puis lui, il est anglais, donc ça rajoute au côté pédant et prétentieux. Enfin, il joue là-dessus. À un moment, ils disent leur âge, parce que c'est vrai, pour moi, ils avaient peut-être 25 ans. Et à un moment, elle est là, elle est pillard, enfin, elle s'occupe des relations publiques de personnes connues, et donc s'occupe d'un rappeur. Et à un moment, ils sont en enregistrement, et elle pète un plomb, enfin, elle a relargué le mec, elle prend de la coke et tout, elle est en mode genre, wouh! Et le mec qui dit, non, mais t'es viré, meuf, mais quoi? Je suis super cool. En plus, il y avait des flashbacks, on la voyait faire la même chose il y a 5 ans. Et il dit, non, mais t'as 30 ans, quoi. Arrête tes conneries. Et j'étais là, quoi? Elle a 30 ans? C'est des trentenaires en plus qui nous font chier depuis 8 épisodes. Comme s'ils en avaient 16 parce qu'ils ont peur de s'attacher. Bon, c'est vraiment je suis très mauvaise foi depuis tout à l'heure parce que je pense que je comprends pas du tout la série, mais je continue parce que je sais pas, parce qu'il faut bien regarder quelque chose pendant que je plie mon linge. Oui, et puis ça fait, comme tu dis, je crois que tu m'avais dit, ça fait un peu une capsule temporelle. Ça fait, voilà, c'est ça, c'est une grande, voilà, je regarde plus ça comme une espèce de truc ethnologique, culturel, ou c'est une espèce de capsule temporelle. Tu te dis, oh, mais c'est fou, qu'est-ce qu'on subissait à l'époque. Je suis méchant. Non, mais voilà, comme je dis, je ne demande qu'à la série de me prouver que j'ai tort et de toucher mon cœur. Il lui reste 4 Oui. saisons. Tu pourrais arrêter la série aussi. Non, non, je continue, parce qu'après je vais être coincé avec Zombie et l'armée des 12 singes, donc au moins c'est un peu léger. D'accord. Qu'avons-nous regardé aussi, Sébastien? On a regardé un truc. Alors, c'était une affaire que je connaissais depuis un moment. Donc, on a regardé un true crime sur le Cecil Hotel. C'est une affaire dont j'avais vu quelques vidéos avant. Et quand j'ai vu qu'il y avait un trailer dessus, je dis Julia est la femme de la situation. Donc, je t'ai envoyé le trailer. Tu as répondu à l'appel en toute bonne fan de true crime. Et on a essayé de faire une petite Netflix party et de regarder le truc ensemble et que tu découvres Cette l'affaire. affaire étrange. Voilà. Est-ce que tu veux Mais nous résumer donc, l'affaire? l'affaire, honnêtement, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que, Tu es en vénère. gros, mais en plus, j'ai pas eu quoi en cette histoire, mais c'est une jeune femme venant de Vancouver qui est partie en vacances à Los Angeles. Ouais. Et elle a séjourné dans un hôtel qui s'appelle le Cecil Hotel. Et elle a disparu.
dans cet hôtel. Enfin, du moins, elle a été vue pour la dernière fois dans l'hôtel, en ayant... Alors, il y a des images d'elle sur les caméras de sécurité de l'hôtel, se comportant de manière, entre guillemets, étrange. Et puis, pouf, plus de nouvelles. Jusqu'à ce qu'elle soit découverte... combien de jours plus tard 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Enfin, elle a été retrouvée morte 2 jours plus tard et dans des circonstances étranges. Et donc le True Crime nous essaye de nous raconter cette histoire en 4 épisodes. Et je pense que j'aimerais passer... J'aime beaucoup les True Crime, c'est vraiment quelque chose qui... Je crois qu'en fait, c'est un genre qui allie 2 trucs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les thrillers et les choses qui font peur. Et j'aime beaucoup les documentaires. J'adore le genre de documentaire, j'en regarde énormément. Et c'est vrai que du coup, le true crime, c'est un peu une rencontre entre ces 2 genres. Et le problème avec le true crime, c'est qu'on peut partir très vite dans du voyeurisme de très mauvais goût et très exploitant des personnes dont on parle et des victimes la plupart du temps. Des victimes qui sont souvent des femmes ou des personnes racisées. Et on va dire qu'il y a eu une espèce de remontée de ce genre du true crime il y a quelques années avec Making a Murderer et The Jinx, qui est notre true crime préféré avec Sébastien, qui pour le coup on voit que ce sont c'était, on va dire, des séries de bonne qualité dans le sens où on voyait que c'était un travail de longue durée des réalisateurs et réalisatrices pour Making a Murderer. On voit qu'elles y ont mis, ces gens y avaient mis beaucoup de temps, de recherche, il y a un travail d'enquête considérable, et du coup c'est vrai que ça donne tout de suite un point de vue différent, et il y a un respect qu'on parle de personnes qui ont été vivants, qui ont une famille, qui ont une vie. Et donc, comme ces séries de qualité, je pense, ont eu un beau succès, on a aujourd'hui de plus en plus de produits dérivés de ces trucs-là, qui sont en fait des espèces de true crime popcorn. Et on n'est pas loin du... comment ça s'appelait la série française, là Faites entrer l'accusé, Faites là entrer l'accusé, mais ça existe toujours, je crois, non? Je sais pas. Mais oui. Sûrement. Mais vous voyez l'espèce de trucs de true crime qui sont diffusés à 1h du matin. Ça devient un peu le magazine détective, quoi. Non, mais c'est ça, c'est complètement ça. Et vraiment, ça m'a fait ça. Donc là, il y en a eu plein d'un coup. Il y a eu Cécile Hotel, il y a eu Night Stalker aussi, qui est sorti, je sais pas, quelques semaines avant. Et vraiment, dans les 2, c'était une espèce de... Ouais, c'est vraiment du... C'est très... Tu te demandes, qu'est-ce que vous voulez me raconter, à part le fait qu'il y a eu un meurtre un peu glauque, quoi. Ouais. C'est quoi le but de votre série? Making a Murderer, leur but, c'était pas de raconter un meurtre glauque, c'était on va parcourir les faiblesses et les abus du système judiciaire américain à travers ce cas-là. The Jinx, pour moi, c'était une manière de parler du rapport de classe et des violences que tu peux avoir quand tu es un homme blanc privilégié dans la société, et les choses que tu peux faire et t'en sortir grâce à ton privilège. Enfin, récemment, il y en a eu un autre, ça racontait l'histoire d'un serial killer qui avait sévi en Angleterre. Et c'est une femme qui a réalisé ce true crime, et il y avait une démarche très féministe derrière. On voyait comment les femmes en Angleterre s'étaient emparées de leur pouvoir pour contrer tous les désavantages que ce serial killer avait provoqués dans la société anglaise. Enfin, c'était vachement intéressant. Et les documentaires comme Cécile Hotel, c'est juste... Enfin, c'est vide, puis je trouve qu'ils se servent de tragédie humaine pour faire des espèces de twists un peu glauques. Mais pendant qu'il ça, c'est vrai que moi, ce qui m'a un peu marqué dans la bande-annonce du Cécile Hotel, c'est qu'il jouait un peu le côté surnaturel. Genre la vidéo, elle est dans l'ascenseur en train de... où elle a l'air de parler toute seule et d'appuyer sur tous les boutons, il jouait un peu le truc genre c'est fantasmagorique et tout. Non, en fait, c'est une jeune fille qui est bipolaire, qui a arrêté son traitement et qui est en pleine crise psychotique. Donc c'est pas... faut pas jouer ça comme une vidéo bizarre. Enfin, c'est pas un mème, quoi. Et donc déjà, ça m'avait fait un peu tiquer quand j'ai vu la bande-annonce.
et je crois même qu'ils l'ont joué un peu dans la série. Ils l'ont un peu joué au début, genre, Complètement. est-ce que ce serait surnaturel? Et en fait, non. Et ouais, ça m'avait fait un peu. Je trouvais ça un peu con qu'ils tournent le truc comme ça. Puis surtout, des fois, par exemple, il nous retire des informations importantes. Par Oui, exemple, le fait que, bon, désolé, on vous spoil Cécile Hôtel, hein, mais ils avaient omis de nous dire l'information que la trappe dans laquelle son corps était restée ouverte. oui. Qui était un élément très important dans l'enquête. Et ben, ils ont attendu jusqu'à la dernière minute pour nous le dire, pour bien qu'on croit toutes les hypothèses qu'ils vont nous dire pendant le documentaire, que peut-être que c'est surnaturel, peut-être que c'est un meurtre, peut-être que c'est... Enfin, c'est très manipulateur. Ouais. C'est Bah, manipulateur pour les c'est spectateurs. monté comme de la fiction, quoi. Donc, sauf C'est on ça, n'est pas là pour ça. oui. Et ce qui est dommage avec Cécile Hôtel, c'est que tu sentais qu'il y avait des tentatives Ben de oui. parler de sujets importants, mais tu peux pas faire ça en 4 épisodes et en ayant commencé... Enfin, je veux pas prétendre combien de temps les gens ont mis sur ce documentaire, mais je pense peut-être moins d'années que les meufs qui ont fait Making a Murderer, par Mm. exemple. Mais donc c'est dommage. C'est dommage. En gros, faites moins de true crime, mais faites-en de meilleure qualité. Faites des Wild Wild Country, quoi. Ouais. Quand tu dis ça, pareil, ça parle de plein de choses, ça parle de tout. Mais c'est plus long, Il y a tous les effectivement. sujets dans Wild Il y a Wild tout, Country. tout. Il y a le racisme, il y a le sexisme, il y a tout, il y a tout. Il y a le classicisme, la violence, enfin, C'est la politique américaine, il y a tout. il y a tout. C'est- L'armée, Ouais, la protection animale. c'est vrai, c'est vrai. Enfin voilà, en gros, Cécile Hôtel, bout. Ouais. Qu'as-tu vu d'autre, Sébastien? Ben, en ce moment, on est en pleine folie drag racienne. On a 2 saisons en même temps, en coude à coude Ce qui est entre une très l'Angleterre. bonne chose, au Comment? final. Ce qui est une très bonne chose, au Oui, final. en coude à coude entre les États-Unis et l'Angleterre. Et bon, on va pas débriefer le dernier épisode qu'on a vu, parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va diffuser ce podcast tout de suite. Mais moi, de ce que je retiens, j'ai commencé Drag Race en 2014, je crois, pendant la saison 6. C'est-à-dire que j'ai rattrapé la saison 6 et je suis arrivé au moment de la finale. Donc je suis Drag Race depuis la finale de la saison 6 en tout cas. Donc ça fait un moment. Beaucoup de saisons que j'ai vues. J'ai vu Thaïlande, UK, tous les All-Stars, Canada, Hollande. J'ai vu US plusieurs fois parce que je l'ai revu avec toi, je l'ai revu avec d'autres gens. Donc voilà, c'est Drag Race, j'en ai bouffé. Et c'est vrai que je comprends qu'on commence à fatiguer au bout d'un moment. On a un peu l'impression d'avoir tout vu. Mais moi, ce qui me raccroche à chaque fois, c'est les queens. Et je trouve que Drag Race, c'est une série qui est beaucoup critiquée parce que critiquable, en dehors du fait on peut se lasser. Elle a ses problèmes, mais comme toute la télé a ses problèmes. Après, c'est la seule télé-réalité que je regarde intensément. Dès que je commence à mettre un peu un orteil dans les autres télé-réalités, je me dis, ah mais en fait, les problèmes de Drag Race, c'est rien à côté. J'ai vu des choses, Julia, il y a même des montages sur YouTube, genre tous les moments problématiques de American Next Top Model et Oh mon Dieu. ah non, c'est rien, non. Drag Race, il n'y a rien à dire à côté de ça. Mais bref, c'est les queens. Et moi ce que j'attends d'une saison, c'est vrai que moi, j'attends plus grand-chose de Drag Race, mais ce que j'attends, en tout cas, c'est de découvrir des queens. J'ai quasiment un coup de cœur à chaque fois sur quelqu'un. Découvrir comment ces drag queens arrivent à chaque saison dans une série qui est là depuis plus de 10 ans. Et est-ce qu'elles arrivent à en tirer derrière, sachant tous les problèmes que ça peut apporter, la fatigue psychologique que c'est aussi de travailler dans une télé-réalité, et ce qu'il y en a, et après, et l'exposition, mais d'un côté, c'est aussi pour s'en sortir financièrement. C'est vrai que c'est une belle plateforme, c'est un beau tremplin, ça te permet de vivre de ta passion, parce que c'est pas facile d'être drag queen financièrement, surtout en ce moment. Donc moi, c'est vraiment ce qui me touche à chaque fois. C'est une rencontre à chaque fois avec 13 personnes à peu près, voir leur art, ce qu'elles font,
même si c'est de qualité entre guillemets très diverses à chaque fois. Euh, Moi, c'est ce qui me touche et je pense que ça pourrait me faire tenir encore 10 ans dans Drag Race. C'est vraiment ce genre de rencontre. On peut aussi rencontrer je rencontre aussi des drag queens en dehors de Drag Race sur Instagram, sur YouTube, bon, que sur Internet en ce moment en tout cas. Mais moi, c'est ce que j'ai envie qu'on retienne surtout de cette émission, en dehors des dramas et tout ça, c'est ces rencontres et c'est de voir ces gens qui vivent de leur art et qui font quelque chose d'assez unique. Puis c'est vrai qu'elles font l'identité de la saison à chaque fois. Et elles sont aussi un espèce de... Enfin, quand on voit l'évolution de la série, à travers les queens, on voit les sujets de société qui évoluent. On aborde des sujets différents de saison en saison. On voit que le débat s'enrichit à chaque fois avec le temps qui passe. Et chaque casting est représentatif de ça à chaque fois. Ouais. C'est ça qui est un peu fascinant à chaque saison. Mais oui. C'est beau en fait de se dire que un concept qui était quand même plutôt bien est devenu presque secondaire maintenant et que on vient pour les queens et avant de venir pour la série elle-même. Oui, et il y en a partout, et oui, mais qui en est partout, comme disait Trixie Mattel, on a, je sais pas, il y a trois chaînes entières consacrées qu'au golf, donc Mais oui. il n'y a pas de souci qu'il y ait un Drag Race dans chaque pays, on s'en fout, enfin, ça ne peut que apporter. Puis ça fait moins un effet ras-le-bol. Je me rends compte que je suis moins... je suis rassasiée moins vite en ayant deux en même temps plutôt que deux d'affilée. Bah, prépare-toi parce que All Star arrive après la saison 13. Oui, et attends, qu'est-ce qui arrive là? Il y a All Star, il y a Australie, il y a France et Espagne. Bah, France, c'est pas encore officiel, mais on va dire qu'il y a des gros signes. Il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a un truc de drag queen qui se prépare à la télé. Est-ce que c'est forcément un drag race? Je ne sais pas. Mais quelque chose d'intéressant en tout cas. il y a un truc en Allemagne qui va se faire, mais c'est pas sous la firme Drag Race. Mais oui, il y en a partout. Il y a We Are Here aussi en ce moment. Oui. Aux États-Unis. Sur HBO. Sur HBO, c'est une espèce de... C'est un espèce de Queer Eye, mais géré par des drag queens avec Bob the Drag Queen, Eureka et... Shangela, merci. Où elles vont de ville en ville, souvent au fin fond des États-Unis, pour venir en aide à des personnes queer. Et c'est extrêmement émouvant et drôle, et c'est super. Sur YouTube, il y a Camp Kiki. Je crois que c'est une commission de drag queen axée que sur le camp. Faudrait que je jette un œil, j'en sais pas plus. Mais je crois que ça doit être bourré de Ben de la crème, ce genre de drag queen. Mais non, ouais. Et puis dans cette saison, je sais pas, qui je retiens un peu tout le monde. Lawrence Cheney. Ouais, Uke j'aime bien. Uke à chaque fois j'ai un coup, je sais pas pourquoi, parce que je me sens peut-être plus proche d'elle, parce qu'on est européen, j'en sais rien, parce qu'on est allé souvent en Angleterre, mais dès le premier épisode je me fais je les aime toutes et je veux toutes qu'elles restent et je veux qu'on fasse une saison où personne ne part. On choisit juste la gagnante à la fin, mais ouais, j'aime tout le monde. Oui, puis il y a une vibe un peu vieille saison de Drag Race aussi. Oui, c'est vrai que Drag Race au début avait un côté un peu plus punk quand tu vois les saisons. Je repense à la saison 2, je fais ah ouais, mais elles étaient trash par rapport aux saisons d'aujourd'hui, beaucoup moins polish. Et c'est vrai qu'au début Drag Race ça avait un peu ce côté un peu punk, trash, alternatif. Il y avait genre une ou deux pageant queen et encore. Et c'est vrai que UK du coup apporte un peu plus ça. Maintenant en US c'est un peu, on dirait, c'est les Jeux Olympiques du drag à chaque fois. Faut qu'elles arrivent avec des tenues pas croyables. Mais US aussi. Je trouve que dans US alors je sais pas si c'est ça doit être un peu les deux et à la fois influencé par les queens
et aussi influencé par la prod, mais je trouve ils donnent un côté beaucoup plus léger, je trouve, à ce qui se passe dans la workroom quand ils ont fait leur espèce de fausse mini-audition dans l'épisode de la semaine dernière pour savoir qui allait avoir le lead dans la comédie musicale qu'ils étaient en train de faire. C'était drôle, c'était fun. Il y a des fois où elles ont fait un ballroom au milieu de la pièce. Enfin, on sent que ça serait bien. Allez, arrêtez de faire du drama idiot. Montrez-les plutôt en train de s'amuser et être complices, et se faire des Oui, câlins c'est plus et spontané. s'entraider. C'est plus spontané. C'est plus spontané et c'est beaucoup plus positif, quoi. Alors après, c'est Ouais. vrai que on est encore dans le débat. Est-ce que une drag queen est censée être gentille? mais dans le cas enfin, Drag Race, ça fait beaucoup de drama pour rien et on rajoute un peu trop. Donc ça serait bien de les voir être un peu plus sympas entre elles. Mais j'ai l'impression que c'est une direction qu'ils sont en train de prendre de plus en plus. On verra. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de notre podcast. C'est le moment du pitch. Pitch, oh mon pitch, quand t'as un petit creux, prends dans ta poche un pitch ou deux. Je vous rappelle le concept des pitchs. Donc, c'était des vidéos qu'on faisait avant et qu'on a arrêté par manque de temps. Hein, elles nous prenaient beaucoup de temps et ça nous en prenait du coup sur d'autres vidéos qu'on voulait faire. Mais en gros, le concept est que on a mis toutes les séries qu'on regarde dans une boîte, dans une tasse même plutôt, donc des petits papiers avec le titre des séries. Cette tasse est mise à jour très régulièrement du coup, puisqu'on rajoute tout ce qu'on regarde. On pioche au hasard une série dedans et on doit vous la pitcher comme si on vous la pitchait autour de la machine à café C'est ça. ou En se souvenant vaguement de ce qui se passe, peut-être en se plantant. Mais voilà, bon. faut que ça soit faut que ça soit spontané, faut que ça soit improvisé, c'est-à-dire que là on ne va pas savoir quelle série on va piocher et il faut qu'on fasse avec nos souvenirs. En Voilà, gros. comme ça on voit qu'est-ce qui vaut le coup d'être souvenu ou pas. Qui pitch, Sébastien? Ben, c'est toi qui vas pitcher. Pourquoi ce serait Je moi? sais pas. Bon, de toute façon, on va dire que tu vas m'aider quand même un petit peu. D'accord, très bien. Enfin, on va espérer que tu pioches. Alors oui, parce que nous C'est sommes moi qui ai la séparés, boîte. donc c'est voilà, donc je transmets la magie de la main innocente à Sébastien. Sa main devient mienne. C'est la main magique sur Canal J. Quoi? Rien. C'est quoi? Quiz. Donc Quiz, c'est une série anglaise. On aime beaucoup les séries anglaises. Si vous ne connaissez pas, vous allez en manger des séries anglaises avec nous. Mais on va dire que les Anglais sont très doués pour la télé. Et en particulier les mini-séries. Quiz, c'est une mini-série de 3 épisodes qui a été réalisée par Stephen Frears. Stephen Frears, c'est un réalisateur qui a fait Les Liaisons Dangereuses, qui a fait The Queen. Enfin voilà, c'est un bon réalisateur. Et ça a été écrit par James Graham, qui est un dramaturge anglais que j'aime beaucoup. Il a écrit des pièces de théâtre. Quiz était initialement une pièce de théâtre, d'ailleurs. Elle vous parle d'une histoire vraie qui est un peu dingue, dont je n'étais pas au courant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 2000, on était tous très fans d'un jeu télévisé qui s'appelait Qui veut gagner des millions. Ça a sauvé ABC de la faillite presque aux États-Unis. Et évidemment, le concept s'est diffusé dans tous les pays du monde. Qui présentait ça en France? Jean-Pierre Foucault. Ah mais oui! Non mais oui, bien sûr. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Jean-Pierre Foucault. Mais il a peut-être pris sa retraite. Je crois que je sais pas, même pas à quoi il ressemble physiquement aujourd'hui. D'accord. Donc si. Bref, je crois qu'il y avait une rumeur que ça allait reprendre Qui veut gagner des millions d'ailleurs. Ah d'accord. Bref, c'est pas le sujet. Donc dans la version anglaise de Qui veut gagner des millions, il y avait eu un candidat qui était un monsieur avec une espèce de t-shirt très moche qui avait remporté le million. Donc, grande explosion, confetti qui tombe. C'est la fin des emmerdes. Sortez tout va les bien. colombes. Voilà, sortez et tout ça. Et
je sais pas combien de temps plus tard, ce mec est attaqué en justice parce qu'il est accusé de tricherie. Il est accusé d'avoir triché pendant qu'il veut gagner des millions. Et sa méthode utilisée serait apparemment il aurait eu un complice dans le public qui aurait toussé parce que le présentateur a dit, c'est des questions à choix multiples. Donc à chaque fois, il dit les 4 possibilités de réponse. Et quand il s'arrêtait sur la bonne réponse, il y avait quelqu'un dans le public qui faisait et donc apparemment, il y avait suffisamment de preuves pour attaquer ce mec. Et voilà, lui demandait genre, dude, t'as triché. Et donc Quiz s'intéresse à cette affaire et si ce mec a triché ou pas. Mais le suspense est incroyable. C'est super bien écrit, c'est super bien joué. C'est joué par Matthew McFadden, qui est un acteur qu'on aime beaucoup, qui joue en ce moment dans Succession. Il joue que des rôles de connards en ce moment. Alors, il faut pas oublier que ce mec... il a pas Darcy. commencé, mais voilà. C'est quand même Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés. La meilleure version d'Orgueil et Préjugés. Je mourrais sur cette colline, mais pour moi, la meilleure version d'Orgueil et Préjugés est celle de Joe Wright avec Keira Knightley et Matthew McFadden. Quand il arrive dans le brouillard avec son manteau. Non, mais arrête. Mais en tout cas, voilà. Je pense que les rôles comme ça de Matthew McFadden semblent être derrière lui parce qu'il semble destiné à... Mais il est super cet acteur parce qu'il est suffisamment... il a suffisamment de talent pour... En fait, il a un visage très mystérieux quand il veut, et il peut avoir un visage très banal aussi. Enfin, c'est très rigolo. Et il fait vraiment Monsieur Tout-le-Monde dans Quiz. Sa femme, c'est Sian Clifford, c'est celle qui jouait la sœur dans Fleabag. Et donc voilà. La série ne vous offrira pas de réponse sur si ce mec a triché ou pas, mais elle s'intéresse à vous montrer déjà le culte qu'il y avait autour de ce programme, des fans qui essayaient d'analyser comment t'es sélectionné, comment tu peux arriver à être sur la chaise au final, combien de fois il faut appeler, à quelle vitesse il faut, les gens s'entraînaient chez eux. Parce que je me souviens, c'est tu es dans le public, il faut qu'il y ait une autre étape qui te met sur la chaise, je crois. C'est ça, il faut que tu répondes très rapidement à quelque chose. Donc déjà, tu as une première étape au téléphone, ensuite tu arrives dans l'émission, et là, il te donne une question facile, genre classer ces 4 princesses Disney dans l'ordre chronologique. Et c'est la personne qui répond le plus vite qui arrive sur la chaise. Donc... Et tous ces gens-là ont quelqu'un de leur famille derrière eux ? Ont un +1, en fait ? Oui, il me semble que oui. D'accord. Dans la possibilité en fait, tu viens avec ton +1, mais tu n'as aucune garantie que tu passes sur la chaise. Exactement. Justement, vous allez le mec de Quiz, il est arrivé plein de fois à l'étape de la sélection, mais il arrivait jamais à être assez rapide pour être sur le siège. Mais moi, ce qui me pose question avec cette histoire, et même quand j'ai entendu parler la première fois, c'est que ça voudrait dire que son complice ou sa complice, c'est aussi une femme dans l'histoire vraie, enfin dans la réalité. Non, ce serait un homme. D'accord. Connaîtrait toutes les réponses aussi. Donc ça veut dire qu'il y aurait quelqu'un 10 fois plus intelligent dans le public qui connaîtrait les réponses, en fait. C'est ça. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on reprochait à cet homme. C'était genre, c'est impossible que ce mec-là, de famille modeste et tout ça, connaisse autant de choses. Donc il y a aussi un espèce de présomption un peu que de mépris qui populaire. Est intelligent ou qui... Voilà, exactement. Et c'est vrai que quand ce mec arrive... ton premier réflexe, c'est oui, effectivement, il a pas l'air d'un mec qui va gagner 1 million pour sa culture générale, et pourtant c'est ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, on sait toujours pas. Mais je vous dirai pas comment termine la série. Mais quand il même. a été condamné. Enfin, il y a eu une issue au procès. Oui, il y a eu une issue. C'est encore en cours. Okay. Mais je vous dis pas vous dis pas l'issue parce que c'est un peu la fin de la série. Non, c'est réglé. Mais en tout cas, voilà, très bonne série, très gros suspense, très bien joué, extrêmement bien écrit. Enfin, James Graham, c'est vraiment... j'adore les personnages qu'il crée et les dialogues, c'est superbe. Ça se regarde très rapidement, il n'y a que 3 épisodes. C'est la petite série idéale pour un dimanche après-midi. Ça mettra tout le monde d'accord. Et voilà, ça a été un de mes gros coups de cœur. Je l'ai mis dans mon top 10 de 2020 parce que c'était très très bonne série. Voilà. Très bien. Merci. Oh, c'était le retour des pitchs. Wouhou. Trop bien.
Alors, pour la dernière partie, nous avons une dernière partie à notre podcast qui s'appelle Et ben voilà le jus d'orange. Et ben voilà le jus d'orange. On vous expliquera pas ce que ça veut dire. Mais en gros, le but de Et voilà le jus d'orange, c'est de vous parler de tout et n'importe quoi, de nous laisser un peu un champ libre. quartier libre, voilà, on peut vous parler de ce qu'on veut, mais toujours en rapport avec les séries quand même. Oui. Et comme c'est le premier épisode, on s'est dit qu'on allait vous parler d'un sujet un peu banal, mais ça nous permettait des discussions un peu sympas sur qu'est-ce qu'on attend comme série. Il y a pas mal de séries qui vont arriver cette année, qui sont très excitantes. Mais oui, bah vas-y, je sens que tu as des choses non, à non, nous dire. vas-y, toi. Commence. Quelle est une tes plus grosses attentes de 2021 Oh, j'attends le SDA là, j'ai envie d'Heroic Fantasy là. J'ai envie de montagnes new-zélandaises, j'ai envie d'elfes, j'ai envie de gens dans la boue avec des épées, j'ai envie de chants elfiques à la Enya, j'ai envie de tout là. Ou même De pas, ch- où de j'ai ship- même de de ship avec l'Heroic Melkor. Fantasy crade et sale, j'ai envie de m'évader là. Donc, si vous ne savez pas, le SDA est une des... Merde, comment on dit Le Seigneur des Anneaux. Oui, voilà. C'est Un acronyme. un acronyme, merci. Du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, si vous n'êtes pas au courant, c'est une bonne nouvelle peut-être pour vous. Il y a une préparation en ce moment il y a une série en préparation du Seigneur des Anneaux qui est en plein tournage en Nouvelle-Zélande. Tournage qui a été stoppé il y a pas longtemps d'ailleurs. Ça a été un des premiers tournages à s'arrêter, je crois, à cause du Covid. Et un des premiers tournages à reprendre, puisque la Nouvelle-Zélande fait bien les choses. Bravo. On applaudit la Nouvelle-Zélande. Madame la Première ministre, bravo. Invitons-la. Invitons-la. Invitons D'ailleurs, Jacinda. notre première... Est-ce que tu connais Est-ce que tu as remarqué, très souvent, les gens, quand ils dessinent des cartes, ils oublient la Nouvelle-Zélande. Quand tu vois une carte du monde, Oui. Ou alors ils foutent juste un... ouais, ou le Japon aussi, mais quand vous voyez une carte du monde dessinée, regardez si la Nouvelle-Zélande est là. Et du coup, il y a une théorie qui dit que la Nouvelle-Zélande n'existe pas, et tatati, tatata. Est-ce que vous savez déjà où est la Nouvelle-Zélande? Je vous avoue que si j'avais pas été fan du Seigneur des Anneaux adolescente, je ne saurais pas où est la Nouvelle-Zélande. D'accord. Mais voilà. C'est en bas à droite de l'Australie. Tu sais qu'en fait, je crois que si on creuse sous nos pieds, là, en ce moment, en France, Ouais, on n'est pas, arrive en Nouvelle-Zélande, on n'est pas hein. loin de la Nouvelle-Zélande, ouais. On est dans ces... pas exactement, on est mais dans c'est l'eau, c'est un peu de le toute délire. façon. Ouais. Mais on n'est pas loin, ouais. Mais on est du bon côté. Enfin voilà, en tout cas, tout ça pour dire que oui, voilà, si vous ne connaissez pas le Seigneur des Anneaux, c'est toute ma vie, littéralement. C'est vrai que vous n'avez pas vu ce côté-là de Julia, parce qu'on a zéro occasion de parler du Seigneur des Anneaux. C'est ça. Vous vous rendez compte, s'il vous plaît, que sans Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais rencontré Sébastien. Parce que c'est le Seigneur des Anneaux qui m'a fait donner envie de faire des études de cinéma. C'est vrai. Et c'est en faisant des études de cinéma que j'ai rencontré Sébastien. Donc, si vous aimez notre chaîne, vous devez tout au Seigneur des Anneaux. Non, mais très honnêtement, je suis très excitée. J'ai hâte de connaître ton avis dessus, de ce que tu vas en dire par rapport au bouquin, par rapport au film, par rapport à tout, quoi. Surtout que c'est pas une série qui va se baser sur un bouquin, c'est-à-dire que ça sur se l'univers. base sur... Voilà, ça va parler d'aventures qui se sont passées, enfin d'histoires qui se sont passées avant le temps du Seigneur des Anneaux, puisque en Terre du Milieu, on compte les siècles et les années en âge, on appelle ça. Et là, la série du Seigneur des Anneaux va se passer pendant le deuxième âge, qui est un âge... Ah oui, donc on n'aura pas Aragorn jeune non plus. Si, mais parce que... Mais Aragorn à quel âge? Aragorn, il a 90 ans. Aragorn, c'est un... Moi je pensais que les âges, ça durait 1000 ans. Parce qu'en fait, j'ai pas très bien compris combien de temps ça va passer, si genre on part du deuxième âge et après on avance un petit peu. Mais en tout cas, je dis qu'on n'aura pas d'Aragorn jeune, mais c'est juste parce que pour l'instant on ne sait rien. C'est-à-dire qu'il y a même les gens qui ont été castés, on ne sait pas vraiment, il y a des rumeurs que telle actrice va jouer Galadriel, que tel acteur va jouer Elrond et tout ça, que tel acteur va jouer Aragorn jeune. Mais on n'en sait rien. Voilà, on n'en sait rien. Et oui, je disais que comparé à l'époque de mon adolescence où j'étais à fond, je devais connaître tous les spoilers, je devais limite savoir quelle réplique il y aura dans quelle scène. Là, je ne veux rien savoir. Donc c'est pour ça que je m'intéresse pas trop aux rumeurs et à tout ça, parce que
Je suis trop vieille pour les spoilers maintenant, j'ai plus l'énergie. Je veux juste apprécier la série quand elle va sortir. C'est rigolo quand j'étais plus Quand est-ce jeune, qu'on a un mais- trailer là? Je pense honnêtement que ça devrait arriver bientôt. En plus, cette année, c'est les 20 ans de la communauté de l'anneau. Et je me demande s'ils vont pas essayer de faire un peu... Je sais pas, peut-être l'occasion de faire un petit événement à un moment, j'en sais rien. Mais non, mais je suis trop excitée. Ça va être vraiment trop bien. Je pense qu'on va suivre cette série et tout ce qu'il y a autour de cette série avec assiduité. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on attend d'autre cette année? Qu'est-ce qu'on a? Turner et Hooch. Alors, c'est quoi ça? Bah alors, rapidement, Turner et Hooch, c'est un excellent film qui date des années 80, j'ai envie de dire, avec Tom Hanks. C'est dans sa période. Tom Hanks, il a eu c'est comme l'âge de la Terre du Milieu. Il a eu 2 ères dans sa carrière. Il y a avant Philadelphia et après Philadelphia. Et on va dire que entre Big et Philadelphia, il était devenu suffisamment connu pour faire des bons projets, mais il a enchaîné pas mal de projets un peu bof. On va dire que Turner et Hooch faisaient partie de ce genre de projet. C'est un film Disney avec un flic qui fait équipe avec un chien. D'accord. Donc lui Mais s'appelle il parle le Turner. chien? Pas du tout. Mais il fait quoi? Bah, en fait, je crois qu'il a besoin, parce que le chien était témoin d'un meurtre, Oui. et il pense que le chien va pouvoir sentir le meurtrier, donc il est obligé Mais de il garder a le chien un- avec lui. Est-ce qu'il a une super intelligence comme Lassie ou Pas c'est du juste tout. un Non, chien? non, il est plutôt bête en plus comme chien. Il aime D'accord, manger des c'est- muffins et tout Il ça. attend juste le moment où le chien va phaser devant le meurtrier, quoi. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais en gros, ça raconte l'histoire d'amitié entre cet homme et ce chien. Donc évidemment, il peut pas supporter le chien au début. Et puis après, ils deviennent trop copains et c'est trop bien. Donc j'aimais beaucoup ce film parce que j'étais très fan de Tom Hanks. Et donc j'ai appris que Disney Plus va faire une adaptation en série de Turner et Hooch sans Tom Hanks. Je devrais le préciser. Comment ils vont tenir ça sur une série? J'en sais rien. Je pense que je serai la seule personne au monde à regarder cette série. Mais je suis très excitée. Mon DVD de Turner et Hooch, qui est derrière moi actuellement, me soutient. Voilà. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va sortir cette année? The Crown saison 5 Oui, avec le nouveau casting. qui est pas mal. Ouais. Euh, On sait qui va jouer Charles? Je sais plus. Charles, ça devait être peut-être Dominic West. On est toujours là-dessus. Ça Bah, n'a toujours il me pas été semble, hein. débunké. Oh là 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 là. Il me semble. On Pour est sûr que Diana, ça sort cette on année a- d'ailleurs. Comment? On est sûr que ça va sortir cette année. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour le futur. On le veut. Oui, c'est vrai. Pour Diana, c'est notre actrice, cette géante australienne, Oui, qui s'appelle Elizabeth Debicki, oui, c'est ça. que vous avez vu très maltraitée dans Tenet il n'y a pas longtemps. Ah oui, dans Tenet. La reine, ça va être Ombrage, là. Oui, Imelda Staunton, qui est mariée dans la vraie vie au mec de Downton Abbey, le chef des domestiques. Ah oui, d'accord. Ils sont mariés. Mr. Crawley. Mr. Crawley. Oui, voilà, c'est ça. C'est Jonathan Pryce qui va faire Prince Philippe. Mhm. Jonathan Pryce, vous le connaissez. Son rôle le plus mainstream, on va dire, c'est le père de Keira Knightley dans Pirates des Caraïbes. Mais sinon, plus récemment, vous l'avez vu dans les 2 papes, The Two Popes, Oui. où il était très 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 bon. Le film avait ses défauts, mais lui. Mais il joue c'est pas très le bien. fanatique dans Game of Thrones? Et voilà, c'est le dernier. Je savais bien qu'il y avait un autre. Voilà, c'est le mec qui maltraite Tout le monde. Cersei pendant 2 saisons entières là. Enfin, c'est un super acteur. Et la princesse Margaret, je crois que je la connais aussi. Elle s'appelle Leslie Manville. Et c'est le genre d'actrice qu'on vous avez vu dans plein de films. C'est. Hmm. Enfin, ouais. Je crois que c'est tout niveau casting de ce qu'on sait officiellement pour l'instant. Mais j'ai pas envie que ça se termine, The Crown. Oui. En parlant de drama et d'Angleterre, on a The Circle saison 2 qui va sortir. Saison 3 Saison 3?
Saison 3. En fait, la D'accord. 1 compte pas vraiment parce qu'elle était vraiment mauvaise. La 2 est superbe. Vous avez dans la saison 2 le sosie de Robin Williams. Enfin, Hmm. c'est incroyable. En plus, il a ramené son chat. Et donc, on aura la saison 3 cette année. Donc The Circle, pour rappel, c'est une télé-réalité où les candidats sont répartis dans différents petits appartements des 2 pièces et ils ne communiquent entre eux qu'à travers des réseaux sociaux. Heu, le fait aussi qu'ils incarnent la plupart pas une personnalité qui est la leur. Voilà, on a le droit de dissimuler sa vraie identité. C'est-à-dire que moi, Julia, je peux arriver là et dire... prendre la photo de Sébastien Mmh. et dire je m'appelle Sébastien, voilà, et je me fais passer pour Sébastien pendant une saison entière. Et ils se font éliminer sur quel, parce qu'après ils se nomment entre eux, ils s'éliminent et c'est basé sur quoi? Juste sur le Sur la, feeling? la popularité, en gros, Mmh. t'es plus ou moins populaire auprès des autres candidats et candidates. C'est un peu Euh, comme quand je jouais aux Sims et que je faisais une espèce de love story et que je virais celui qui était le moins pote avec tout le monde, qui avait le moins de chiffres, quoi. c'est ça, tu as inventé ce circle, Sébastien. D'accord, ok. Ah, d'accord, je pensais que c'était un truc du genre qui était le plus fake, qui était le plus honnête. Il y Enfin, a ça, il y a ça peut ça être ça, aussi. mais c'est vraiment que au feeling, quoi. Exactement. Après, je tiens à préciser que le fait qu'on puisse cacher ton identité, ça n'a pas du tout... Enfin, en tout cas, ils ont vraiment fait attention à prendre des gens pas mal intentionnés, c'est-à-dire on parle pas Hmm. d'un mec qui se fait passer pour une fille et qui dupe Des d'autres meufs pour femmes, par avoir. exemple. Enfin, c'est pas du tout le but du jeu, c'est plus une expérience humaine où... Enfin, par exemple, c'était très intéressant, il y avait un... à chaque fois, c'est toujours, quand on choisit une personnalité différente que la sienne, ça amène toujours des débats, c'est intéressant, sur notre identité, sur comment on vivait notre propre identité en fonction de la pression sociale et tout ça. Enfin, c'est plus profond qu'on ne le pense, ce cercle. Je sais pas si je dis ça pour me persuader que c'est une bonne chose, mais j'aime trop cette série. J'aime vraiment, vraiment trop. Non, puis c'est juste nos vies depuis 1 an, quoi, The Circle. C'est trop C'est drôle. vrai. Je me C'est vrai que souviens, c'est mais- le super concept Covid, The Ah bah, Circle. c'est pour ça que quand je vois qu'il n'y a toujours pas de saison 2, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? C'est la série parfaite, ils ont littéralement tous coincés dans un truc. Non, mais je dis ça, mais c'est moins sécurisé pour l'équipe. Mais en tout cas, pour les candidats, pour le coup, le but, c'est d'avoir 0 contact. Donc, Oui, puis je voilà. pense que les candidats, les week-ends, ils doivent partir de l'appart. Enfin, tu peux pas Ah les. non, non, je pense Non? pas. Ah, je pense pas. Je suis très curieuse de savoir comment cette série est réalisée. Hmm. Si vous écoutez ça, que vous avez bossé sur The Circle, j'ai plein de questions à vous poser. Je suis très curieuse. Moi, je veux savoir si c'est vraiment une journée dans l'émission égale une journée dans la vraie vie. Ou si ils fake les moments où ils vont dormir, s'ils fake les petits déj, si par exemple ils tournent 2 journées en une journée ou quelque chose comme ça. Je serais très curieuse de savoir ça. Oui, parce que dans le reste, il nous fait croire à chaque fois que ça dure 2 jours. Souvent, c'est 3. Souvent, le runway, c'est une journée entière de tournage. Souvent, il y a des pauses avec les week-ends parce qu'ils font passer le week-end. Le week-end, ils sont dans leur chambre d'hôtel. Oui. Pareil, les interviews, selon les émissions, ils le font le soir. Selon d'autres, ils le font le matin. Souvent, ils le font que le week-end. Donc, le week-end, ils font les interviews de tout ce qui s'est passé dans la semaine, ce qui est plus compliqué. De toute façon, vraiment, le montage et la réal dans la télé-réalité fait tout le taf parce que pour avoir bossé en plus dans les coulisses de télé-réalité, c'est vraiment drôle le décalage entre le vrai et ce qu'on voit à l'écran. Enfin, en tout cas, voilà. En tout cas, la version anglaise de The Circle est la version originale. C'est-à-dire que récemment, on a eu une adaptation américaine, française et brésilienne qui sont toutes les 3 sur Netflix. Malheureusement, la version anglaise n'est pas sur Netflix. Mais voilà, très contente. Est-ce que tu regarderas au moins cette saison 3? Parce que tu n'as pas regardé. Mais je regarderai si je la pioche au hasard. Non! Faut vivre en même temps que nous. Mais j'ai plein de trucs à voir en ce moment. Oui, mais The Circle. Bon, Sébastien, arrêtons de tourner autour du pot et parlons de ce qu'on attend. Enfin, c'est ce que j'attends le plus, moi, l'année prochaine. De quoi honnêtement. tu parles? Bah, The Last of Us? Bah, bien sûr. Ah, oui. Non? Si. J'ai pas encore joué aux 2, donc ma hype est un peu vieille, mais mes sentiments
la peau morte de mes émotions d'autrefois se sont envolées. Mais, euh, mais oui, 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 oui. Puis il y a Pedro, le beau Pedro. Non, mais arrête, Sébastien. J'en reviens toujours pas qu'ils aient casté Pedro. Non. Alors, pour revenir au début, donc, si vous ne savez pas, The Last of Us, c'est un jeu vidéo au départ. C'est un des jeux vidéo les plus populaires de ces dernières années, on peut le dire quand même. Enfin, Oui, il a un gros succès critique et public. Ouais. Moi, c'est un des jeux qui m'a fait aimer les jeux vidéo. C'est-à-dire que Enfin, c'est Sébastien qui m'a fait connaître The Last of Us. C'est toi qui m'avais fait jouer à la scène d'intro du premier. D'accord. Et je me souviens que tu m'avais envoyé une vidéo de petits vieux qui jouent à la scène d'intro et qui Ah bon réagissent. Ouais, c'est Bien, mon premier d'accord. rapport avec The Last of Us, ça a été cette vidéo. Ok. Parce que tu avais joué chez une amie à Ah nous. oui, dans la chaîne YouTube React. Exactement. Oui. Et suite à ça, j'avais fini par m'acheter une PlayStation 4. Et c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Et ça a été le grand amour. Il y a tout ce que j'aime. Alors, c'est mon trope préféré. Le rapport entre ces deux personnages, super touchant. Et c'est vrai que on disait de ce jeu vidéo que c'était très cinématographique. Dans le sens où... alors, je m'y connais pas assez en jeu vidéo, mais... Il y a une vraie utilisation de la caméra, la troisième Ouais. personne. Il y a, Puis il y a une fluidité entre les cinématiques et les phases de jeu qui sont... oui, comment la caméra est scriptée par rapport à ce qui se passe, comment tu te déplaces, où est-ce que la caméra se place par rapport aux événements qui se déroulent, même au niveau de l'écriture. Oui. La musique. Mm. Donc oui, c'est vrai que c'était un jeu vidéo qui appelait à une adaptation, que ce soit en film ou en série. Ouais. Je me mets, ça n'a pas eu une rumeur d'adaptation de film pendant un moment, ou même si ça m'est carrément en projet, mais bon, les séries ont été faites parce que les séries ont la cote. Oui. Et c'est HBO qui le fait. C'est HBO Max, il me semble. Ouais, donc HBO, ils la ont besoin plateforme streaming. de leur nouveau Game of Thrones. C'est ça. Et donc, si vous connaissez pas l'histoire de The Last of Us, c'est une histoire de zombies, puisque c'est l'histoire d'une pandémie qui attaque la race humaine et qui les transforme en zombies, des zombies assez beaux. C'est des espèces de... Ouais. En fait, c'est des espèces de De champignons. Ouais. Ils deviennent ce qui s'appelle des clickers, où ils font des espèces de... C'est ça Ouais. les bruits qu'ils font. Ils sont très beaux. Enfin, quand je dis beau, c'est vraiment des fois il y en a. Avec le temps, ils deviennent vraiment. Ils ont des têtes de chanterelles, quoi. Ça fait super peur. Et donc c'est vraiment très classique. C'est-à-dire si tu te fais mordre, tu deviens un zombie. Il faut les décapiter. Enfin, c'est assez classique niveau lore de zombies. On va dire que la force de The Last of Us, c'est que du coup, on suit l'histoire de deux personnages. Une petite fille qui s'appelle Ellie, qui est immunisée à ce virus, puisqu'elle s'est fait mordre et ne s'est pas transformée en zombie. Et on la donne. Comment dire ça ? Elle est sous la. Voilà, on la met sous la protection. responsabilité, protection d'un homme qui s'appelle Joël, qui est un vieux monsieur rabougri, enfin vieux, il a 40 balais, il a vécu une grosse tragédie au début de la pandémie, dont il s'est jamais remis. Et on va dire que donc, ces deux personnages doivent traverser les États-Unis, puisqu'il doit l'emmener voir des médecins qui font un vaccin contre ce virus. Et va arriver tout ce qui peut arriver à deux personnages qui traversent les États-Unis pendant une pandémie de zombies. Ils vont passer de je t'aime pas, tu me saoules à un rapport presque père-fille. Et c'est une des relations les plus touchantes que j'ai jamais vues de ma vie. C'est vraiment très beau. Il y a la suite qui est sortie en jeu vidéo cette année, Voilà. l'année dernière, qui a extrêmement bien marché. Et fait énormément débat. Et il fait énormément débat. J'en profite pour dire j'ai adoré The Last of Us 2. C'est un petit chef-d'œuvre. Plein de récompenses, pour le cast, pour la réal, pour le jeu vidéo en lui-même. Donc c'est vrai que ça a relancé la hype pour la série. Et donc là a été annoncé la série a été confirmée et là le casting a été annoncé. Donc on a Pedro Pascal Pedro Pascal, vous le connaissez dans Le Mandalorian, vous le connaissez dans Game of Thrones, où il se fait écraser la tête tel un petit raisin entre les doigts du golem là. Il y a la jeune fille qui était aussi dans Game of Thrones, qui jouait cette espèce de baronesse, de chef de clan du haut de ses 14 ans, Bella guerrière. Ramsey.
Bon, on va pas parler de Game of Thrones. Non, mais c'est rigolo de voir qu'ils ont pris 2 acteurs de Game of Thrones C'est pour vrai. la nouvelle grosse série HBO quand même. Et c'est vrai qu'on était un peu passé par plein de castings. Après, je sais pas quel âge a l'actrice, Elle a mais 14 ans, quand on... quelque chose comme ça. Elle Ouais, mais a... avant, quand on faisait des suppositions sur quelle actrice jouerait, je crois qu'on prenait des actrices beaucoup plus âgées. Et, euh, et quand elle arrivait, mais oui, Ellie, c'est un bébé, quoi. Oui. Bah, elle a Et 14 ans, Ellie, je crois, au début de The Last of ouais, Us. ouais, mais je Mais crois que c'est que dans ma tête, je voyais plus des actrices de 16, 17 ans, enfin, Ouais, alors que non. etc. Et ouais, non, ça va être fort. Non, puis franchement, je crois qu'on était tous un peu en hype Pedro Pascal à cause du Mandalorian. Mm. Et enfin, quand ils ont balancé le casting, j'étais sous le choc en fait. En fait, c'est j'ai l'impression vrai que c'était un peu ce Dreamcast, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a cette hype autour de Pedro Pascal et du fait qu'il joue que des rôles de papa Mm. émouvants et larmoyants et tout ça. Et je pense que c'était un peu notre Dreamcast, mais tellement obvious qu'on n'en parlait pas. Genre, non, mais ça arrivera Ça jamais. n'arrivera Enfin, jamais. et un matin, je crois que je me suis réveillée, j'avais 9 appels manqués de ma sœur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'entends, appelle-moi, appelle-moi. Et elle voulait m'annoncer elle-même que c'était fucking Pedro Pascal qui avait été casté. Je suis très contente. Voilà, je pense que ça va donner. Puis je pense qu'il ressemble suffisamment à Joël et il est en même temps très différent du personnage du jeu vidéo. Ça va donner un personnage qui ne sera pas le même. Après, je me demande vraiment, parce que c'est vrai que la série est tellement visuelle, c'est déjà tellement un film et une série à elle-même que à chaque fois, je me dis quel plan ils vont faire pour faire meilleur que le plan dans le jeu vidéo. Ouais. C'est ça. Mais par contre, je suis très en confiance parce que c'est Craig Mazin qui va s'occuper de l'adaptation. Et c'est le showrunner de Tchernobyl, qui est une de mes séries préférées. Et c'est vrai que Tchernobyl a elle a un look The Last of Us. Cette teinte un peu jaune verdâtre de la photo. Les musiques sont très semblables entre Tchernobyl et The Last of Us. Ça parle aussi de forces tragiques qui frappent l'humanité. Enfin, ça m'étonne pas qu'ils aient pris ce showrunner. Il a la PP la photo de profil de Ellie depuis qu'il a annoncé. Donc ça me met en confiance. Et il y a le créateur du jeu aussi qui est showrunner, Neil Druckmann. Enfin bref, ça promet d'être peut-être cool. Je m'autorise à être un peu hypée. T'as noté Shadow and Bone, c'est quoi? J'ai noté Shadow and Bone parce que c'est une adaptation d'un roman que je suis en train de lire. Tout le monde avait l'air excité par cette adaptation de ce roman de fantasy qui va aller sur Netflix prochainement. Enfin, tout le monde était over-hypé. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Du coup, j'ai commencé les livres. Et j'ai fini le premier tome hier. Et j'aime beaucoup. Très bien. J'ai hâte de regarder. Du coup, je suis un peu excitée pour voir ce que ça va donner. Enfin, voilà. C'est un peu tout ce qu'on avait noté. Je suis sûre qu'on oublie plein de trucs parce qu'il y a pas mal de belles choses qui peuvent arriver, mais on va dire que c'est ce qui avait le plus en surface de notre cœur, puisque c'est ce que nous avons mis là. Tu as d'autres choses, toi, qui t'intéressent cette année? Là, tout de suite, non. Mon cerveau est un peu vide. Des séries. Mais non. Laissez-moi checker vite fait ma liste de séries que je regarde. La 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 la. Moi, je veux des Girls reviennent. Elle me manque. Ah oui. Cette série sur des collégiennes irlandaises pendant la guerre civile dans les années 90. Ça a l'air hyper déprimant dit comme ça, mais c'est très drôle. Et c'est justement tout le but de la série, c'est arriver à nous faire rire pendant cette situation dure. C'est un peu le côté la vie continue. Pendant que des choses horribles se passent derrière des adolescentes qui essayent qui vivent leur vie d'adolescente. Et qui font pipi sur les Vierges Marie. Voilà, pendant que les adultes pleurent et angoissent devant les infos à la télé. Je trouve que c'est très actuel comme série, ironiquement. Mais ouais, elle me manque beaucoup. J'ai envie qu'elle nous revienne très vite. Mais puis The Good Fight, là, faut qu'il revienne. Oui. Non mais oui. Attends, là, avec
les élections, avec il y a tout, Trop de le possibilités. Sénat 50-50, les 2 impeachment, la pandémie. La pandémie. Je veux savoir comment les Kings vont gérer la pandémie. Je pense qu'on va avoir tout un épisode sur Zoom. Il va être parfait cet épisode. Enfin, les pauvres, ils ont dû déchirer leur draft chaque semaine. La prise, la prise, la prise, Prise de la tête, prise du enfin, Capitole en oui. janvier, le délire de GameStop. Enfin, janvier, il y a de quoi faire une saison juste avec le mois de janvier, quoi. En fait, c'est plus qu'on vit dans The Good Fight, en fait, maintenant. Non, mais on vit carrément dans The Good Fight. Tous les fans de The Good Fight, là, depuis un an, on s'est dit, mais c'est pas possible, là. C'est quoi cette saison 5? Si vous n'étiez pas au courant, The Good Fight est donc la meilleure série actuelle. Voilà, c'est notre série préférée actuelle et la meilleure. Voilà, il y a pas mieux. On est d'accord, Sébastien? Elle est là. Non, il n'y a pas mieux. Non. Donc regardez The Good Fight si c'est pas déjà fait. Le pitch a l'air très relou comme ça, mais c'est la meilleure série actuelle. Donc C'est vous avez raison. une super série judiciaire. Il n'y a pas besoin d'aimer les séries judiciaires pour. Elle aborde plein de sujets actuels. Elle vous en apprend plein de choses. Elle est hyper bien écrite, hyper bien filmée, hyper bien réalisée. La musique, et c'est de la musique baroque. Voilà, c'est des histoires d'avocats, mais on va vous monter ça comme une espèce de drame à Versailles, quoi. C'est des avocats en tailleur qui avancent sur la musique baroque. C'est incroyable. Eh bien, Sébastien, c'était notre premier épisode de ce podcast. Mais oui, on est un peu, on est encore en rodage, mais on est content d'être là. de commencer cette aventure. Eh bien, on espère que ça vous a plu. Et ben voilà le jus d'orange. On n'a pas dit voilà le jus d'orange. Oh, c'est vrai, on a loupé notre première gimmick, Sébastien. Donc, on a fini les prévisions de l'année à venir. Et ben voilà le jus d'orange. Voilà. En tout cas, on vous reviendra bientôt. On va essayer de faire ça une fois par mois, à peu près. Oui, merci de nous suivre depuis voilà. toutes ces années. Merci aux gens qui nous soutiennent sur Tipeee. On a pu s'acheter des jolies choses pour faire ce podcast. Oui. Et on vous dit à très vite. Et on vous dit à très vite. Gros bisous. Bye. Bye.